Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette réunion qui relance un mercredi Boulevard Saint-Germain, nos mardis de Bruxelles, qui était l'occasion pour nous de recevoir des auteurs, des intellectuels pour nous faire réfléchir, nous présenter leur ouvrage le plus récent et nous faire réfléchir sur des sujets soit d'actualité, soit des sujets de fond. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Vincent Coussaudière. Merci à vous d'avoir accepté de venir nous faire cette conférence en présentation de son ouvrage Éloge de l'assimilation. Alors pour que les choses soient très claires, vous connaissez les règles du jeu, vous connaissez l'habitude des uns et des autres, mais venir s'adresser à nous ne signifie pas adhérer ou soutenir l'activité politique de la délégation française du groupe Identité et Démocratie, mais c'est pour nous l'occasion d'enrichir nos débats. Et donc encore une fois, ce sera intéressant de vous entendre. Vincent Coussaudière s'est fait notamment connaître du grand public en 2012 par son ouvrage, je vois que vous l'avez avec vous, Éloge du populisme. Ce sont des mots qui résonnent très heureusement avec un certain nombre de nos convictions. Et en 2016, son autre ouvrage, Le retour des peuples, avait aussi fait beaucoup de bruit. C'est pour nous parler d'assimilation aujourd'hui qu'il est là. C'est un sujet, comme vous le savez, qui est particulièrement débattu. Assimilation, intégration. Politiquement, on se pose la question depuis un certain temps de savoir ce qui est possible ou non. Dans son ouvrage, dans ce que j'en ai ressorti et ce que j'en ai compris essentiellement, c'est que l'assimilation est de plus en plus difficile à accepter, en tout cas qu'elle est considérée comme étant une sorte de racisme en refusant de reconnaître à l'autre, à l'étranger, sa capacité d'être étranger. C'est pourtant, me semble-t-il, la seule voie qui nous permettrait de réussir à retrouver une forme de communauté nationale apaisée. Mais vous allez nous en parler avec des arguments et une pensée philosophique qui viendra nourrir ensuite d'éventuelles propositions en matière législative. Simplement, le format dans lequel nous sommes aujourd'hui en raison du Covid fait que c'est à travers une caméra, c'est très désagréable, la salle est un peu vide devant nous. Et pour avoir des échanges, c'est compliqué. Ce que je propose à l'ensemble des parlementaires qui nous écoutent, c'est, si vous avez une question, de me l'envoyer sur notre fil de conversation de la délégation et je relayerai auprès de Vincent Coussaudière les questions que vous pouvez avoir. Vincent, je vous laisse la parole pour 45 minutes à 1 heure environ. Bien, je vous remercie beaucoup, Jérôme Rivière, de me donner l'occasion donc de présenter un petit peu ce livre, Éloge de l'assimilation. Je vais essayer de le faire de manière assez concrète en prenant certains points. Je ne vais pas faire un résumé du livre, peut-être essayer de vous donner envie de le lire. Alors, bon, pour me présenter, donc effectivement, je suis simple professeur de philosophie, alors on dit agrégé de philosophie. J'ai enseigné toute ma carrière dans le secondaire. Pour moi, c'est important parce qu'on a affaire à des terminales, à une certaine fraîcheur, et j'aime cet enseignement dans le secondaire. Alors effectivement, je me suis fait connaître un petit peu à partir du livre qui est paru en 2012, Éloge du populisme. Un livre qui m'a à la fois valu des critiques et des peurs. Faire l'éloge du populisme en 2012, c'était pas forcément la mode. Et en fait, j'ai essayé de penser le populisme de manière un petit peu nouvelle, parce que généralement, quand on parle du populisme, on parle d'une forme de démagogie, de gens qui parlent au nom du peuple, etc. Et moi, j'ai essayé de penser le populisme comme quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est-à-dire ce que j'appelle le populisme du peuple. J'en ai donné des définitions qui ont d'ailleurs été utilisées par certains, plus connus que moi. J'ai dit le populisme, c'est le retour du refoulé des peuples européens. Et j'ai dit aussi le populisme, c'est le parti des conservateurs qui n'ont pas de parti. Mon idée, c'est que le populisme, c'est quelque chose de très fondamental qui se passe au niveau des peuples européens eux-mêmes. Et ces peuples sont angoissés face à leur décomposition.
Et cette décomposition des peuples européens, elle a lieu à deux niveaux. Elle a lieu au niveau de la décomposition de leur État, d'un État souverain qui soit capable de les représenter. Et ça, c'est toute la question de l'Union européenne et de son rôle dans la décomposition de la souveraineté des États. Mais cette inquiétude des peuples européens, elle a lieu aussi au niveau de leur sociabilité, de leurs mœurs que ces peuples veulent préserver. Et dans cette volonté de préserver les mœurs, la sociabilité, eh bien, il y a bien sûr la question de l'immigration. Parce que qu'est-ce qui vient décomposer la sociabilité et les mœurs des peuples européens? C'est d'une part l'immigration de masse, qui importe des modèles de vie et de mœurs différents, mais différents, ce n'est pas un problème, mais parfois contradictoires. Il y a cet élément qui est très important. Ce n'est pas le seul élément, il y a d'autres éléments qui ne sont pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais il y a l'individualisme, il y a le consumérisme, il y a le présentisme, le rapport au présent, etc. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs qui décomposent le sentiment d'appartenir à un peuple. Mais l'immigration est un facteur absolument essentiel. Et donc il était logique pour moi, après avoir fait un éloge du populisme, de me pencher sur la question de l'immigration. Puisque dans mon éloge du populisme, je disais déjà que le peuple français, dans son inquiétude par rapport à ses mœurs, ne fait preuve, à mon sens, d'aucun racisme. Même pas véritablement de xénophobie. Le peuple français est simplement inquiet. L'étranger ne lui pose pas de problème si l'étranger s'assimile. Si l'étranger fait l'effort de s'assimiler. Et donc, si vous voulez, il est tout à fait logique, après l'éloge du populisme, de faire un éloge de l'assimilation, de me pencher sur cette question de l'immigration, parce que j'en avais un petit peu assez qu'on traduise l'inquiétude du peuple français en termes de racisme, de xénophobie, etc. Alors, maintenant, pour en venir donc au livre, éloge de l'assimilation, critique de l'idéologie migratoire. Donc, il y a un titre, éloge de l'assimilation, il y a un sous-titre, critique de l'idéologie migratoire. Je dirais que le sous-titre est aussi important que le titre. Parce que si on veut faire aujourd'hui un éloge de l'assimilation, il faut se débarrasser de la critique qui en a été faite de l'assimilation par l'idéologie migratoire. Donc je dirais que le sous-titre est tout aussi important que le titre. Alors, éloge de l'assimilation, critique de l'idéologie migratoire, l'idée c'est que, si vous voulez, l'assimilation, avoir une politique d'assimilation par rapport aux étrangers, ça a été longtemps la norme. Ça a été longtemps la norme. Si on prend l'époque moderne, de Napoléon à De Gaulle, la politique à avoir par rapport aux étrangers, c'est l'assimilation. Pour repartir de Napoléon, du Code civil, et puis bien sûr de l'évolution qu'il a connue, l'assimilation, c'est là encore aujourd'hui, il y en a des restes de cette époque, l'assimilation, c'est encore l'article 21-24 du Code civil. Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française. Nous avons appris, en début d'année, par un long interview de M. Macron à l'Express, que l'assimilation n'était plus notre modèle. Et que maintenant, notre modèle était l'intégration, et il a, si vous voulez, dit ça comme si c'était une forme de nouveauté. Et je vais essayer de montrer que ce n'est pas du tout une nouveauté. Cet abandon de l'assimilation pour passer à l'intégration, ce n'est pas nouveau. Ça date déjà de 30 ans. Donc, la question dont je pars, pourquoi l'assimilation, qui était finalement une politique classique, et on le comprend, ça veut dire quoi l'assimilation? Ça veut dire se rendre similaire à, se rendre semblable. Mais c'est l'effort même de la politique de chercher ce qui est commun. La politique, c'est chercher le bien commun,
c'est essayer de construire une volonté générale. Et comment croire qu'on peut réaliser cette volonté générale sans qu'on ait un minimum justement de ressemblance. Donc il est naturel que la politique se préoccupe d'assimilation. Et d'ailleurs dans mon livre je dis que l'assimilation c'est déjà une préoccupation pour les nationaux. C'est-à-dire que fabriquer des Français, ça ne se passe pas par des processus purement déterministes. Non, ça se passe par un effort d'assimilation qui passe par la famille, par l'école, par des tas d'intermédiaires. Et donc, la nation s'est déjà construite par assimilation d'elle-même sur elle-même. Et c'est cette assimilation d'elle-même sur elle-même qui a permis la démocratie. Parce que là, il y a un lien, si vous voulez, qu'on ne fait pas suffisamment entre la démocratie et la nation. La démocratie a besoin, elle a des conditions aussi, et elle a besoin d'un minimum d'unité nationale qui précède. Et c'est grâce à cette unité nationale qui précède, qui est une unité de mœurs, de langue, unité qui ne veut pas dire identité pure, qui permet aussi des diversités. Mais c'est grâce à ce processus d'assimilation nationale, qui est un long processus construit par l'histoire, que la démocratie peut fonctionner. Ça, on ne le souligne pas assez. On ne souligne pas assez le lien entre la démocratie, comme forme politique, et l'assimilation nationale. Il ne s'agit pas seulement de défendre l'identité, il s'agit de défendre la démocratie. Et si on veut défendre la démocratie, il faut défendre un minimum d'homogénéité nationale. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est la règle, chacun le sait, concrètement, si on n'est pas dans des utopies de démocratie directe, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Mais qu'est-ce qui va faire que la minorité accepte la loi de la majorité? Si ce n'est qu'elle a un rapport de ressemblance, un rapport de communauté plus profond que les questions politiques. C'est ce que j'appelle, pour ma part, le domaine de l'archipolitique. Je me distingue un petit peu de certains qui parlent de métapolitique. Métapolitique, ça fait un peu ciel des idées. Moi, je parle d'archipolitique. L'archipolitique, c'est les mœurs. C'est les efforts d'imitation, de mœurs, de ressemblance, qui vont permettre ensuite d'avoir une base commune pour que la discussion soit possible au niveau démocratique. Or, nous vivons aujourd'hui une crise de ça, puisque parfois certaines minorités n'acceptent pas la loi de la majorité. Pourquoi ? Parce que ce travail d'assimilation archipolitique n'est pas fait. Alors, voilà. Première chose, l'assimilation, c'est une condition pour les nationaux eux-mêmes et pour la démocratie elle-même. Du coup, comment serait-il possible de ne pas demander aux étrangers, dans la mesure où ils veulent rester sur notre territoire, voire posséder la nationalité, comment imaginer qu'on ne puisse pas leur demander de s'assimiler et d'exiger qu'ils s'assimilent, de même que nous l'exigeons pour nos nationaux. Donc, l'exigence d'assimilation, c'est une exigence qui porte à la fois sur les nationaux et sur les étrangers. Il est tout à fait logique qu'une démocratie demande à ses étrangers de s'assimiler s'ils veulent rester, s'ils ne sont pas de simples migrants qui passent, qui repartent, etc. Alors, il y a beaucoup de confusion par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de confusion. Et c'est pour ça qu'il faut repartir de choses assez précises. Qu'est-ce qu'un immigré ? Un immigré, c'est quelqu'un, d'après les définitions onusiennes et juridiques, qui a fait le choix de partir de son pays, de vivre dans un autre pays depuis plus d'1 an. Donc ce n'est pas un migrant. Un migrant, c'est quelqu'un qui passe. Un touriste, à la limite, est un migrant. Donc les catégories de migrants, si vous voulez, et même d'immigrés, sont des catégories qui permettent d'évacuer la dimension première. L'immigré est un étranger. C'est pas mal de dire ça.
L'étranger, c'est une catégorie de la philosophie politique. Il y a le citoyen, il y a l'étranger. Donc l'étranger, au départ, c'est un immigré qui vit dans un autre pays, qui fait ce choix depuis plus d'1 an, etc., qui a un projet, et une communauté politique est tout à fait en droit de se demander quel est le projet de cet étranger, pourquoi est-ce qu'il vient vivre ici, et par ailleurs, elle est aussi en droit de se demander est-ce que les modèles auxquels il aspire sont compatibles avec notre conception du bien commun, notre conception des mœurs, etc. Et donc, voilà, vous voyez, au niveau du vocabulaire, les choses sont déjà immigré, ça gomme étranger, et migrant, ça gomme la définition de l'immigré qui est qu'il reste dans le pays. Et on veut nous faire croire aujourd'hui que l'homme est un animal migrant, on veut naturaliser le phénomène de l'immigration, c'est une espèce de fait comme le réchauffement climatique, et justement mon effort, c'est de désidéologiser cette question de l'immigration et de la repolitiser. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de parler politiquement de cette question de l'immigration? Parce que, si vous voulez, l'immigration, c'est un phénomène essentiellement social et politique. Et aujourd'hui, on veut nous enfermer dans une approche morale de l'immigration. Dans une approche morale, même pas morale d'ailleurs, dans une forme de moralisme, hein, parce que la morale est plus noble, mais on veut nous enfermer dans une approche moralisatrice de l'immigration. On évacue la dimension de volonté de l'étranger, c'est une victime forcément, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de projet migratoire. On évacue donc la question de son projet, or le projet peut être de nature très différente. Hein. L'immigré peut avoir un projet d'assimilation, un projet d'études, mais il peut aussi avoir d'autres projets qui sont plus inquiétants. Le projet de transporter ses mœurs, de les imposer, etc. Alors là, il ne faut plus parler d'immigration, on a affaire à d'autres questions. Donc, repolitiser la question de l'immigration, c'est se poser la question du projet de l'étranger et se poser la question des modèles qu'il vient apporter, de sa liberté par rapport à ces modèles. Est-ce qu'il est prêt à les quitter? Est-ce qu'il est prêt à imiter d'autres modèles? C'est parfaitement légitime pour une communauté politique de se poser toutes ces questions. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne soit plus légitime. Et que quand on pose ces questions, on soit accusé de racisme, etc. Et donc, ce que je vais essayer de faire dans ce livre, c'est comprendre pourquoi on ne peut plus poser sereinement et politiquement la question de la place et du statut des étrangers dans la cité. C'est une question de philosophie politique classique et moderne. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus la poser aujourd'hui? Encore une fois, de Napoléon à De Gaulle, ça ne posait pas de problème. Hein. Par rapport aux étrangers, on se disait, ben voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter, est-ce qu'ils vont pouvoir s'assimiler, etc. Hein. Donc on se plaçait du point de vue du collectif. On se plaçait d'un point de vue politique assumé. Quel est notre intérêt? C'est ça la politique, hein, c'est l'intérêt commun. Or aujourd'hui, on a basculé. On se place du point de vue de l'étranger, du point de vue de l'individu victimisé. Hein. Je cite dans mon livre la fameuse lettre de Gaulle à son ministre de la Justice en 45-46. Il importe que les naturalisations soient effectuées selon une directive d'ensemble, c'est-à-dire voilà, c'est une politique. Il conviendrait notamment de ne plus les faire dépendre exclusivement de l'étude de cas particuliers, mais de subordonner le choix des individus, c'est-à-dire des étrangers, de subordonner le choix des individus aux intérêts nationaux, dans les domaines ethniques, démographiques, professionnels, géographiques. De Gaulle rapproche même cette préoccupation dans sa lettre de la politique américaine des quotas, et il dit qu'il ne faut pas que notre politique des étrangers remette en cause notre capacité d'assimilation. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on est passé de cette politique décomplexée d'assimilation à l'égard des étrangers à l'opprobre jeté sur l'assimilation, identifié au racisme, etc. Donc, ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est très ancien. Mon souci, je ne crois pas qu'une parole politique
puisse se passer d'une relégitimation plus profonde. Et qu'une parole politique qui veut changer la politique de l'immigration, elle a besoin de trouver une légitimité plus profonde qu'une légitimité politicienne. Et donc, j'essaie de prendre du recul et de faire prendre conscience que si on veut reconstruire une politique d'immigration, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot, parce qu'il y a une idéologie, ce que j'appelle l'idéologie migratoire, qui est extrêmement ancienne, extrêmement profonde, et que ce n'est pas seulement par sa contestation, la pure opposition ou réactivité, mais il faut la déconstruire. Il faut la déconstruire, et il faut expliquer les choses. Alors, d'où vient cette idéologie, que j'appelle l'idéologie migratoire, qui a culpabilisé notre tradition assimilationniste? Elle vient de loin. Elle vient, pour moi, de l'après-guerre. Ce que j'essaie de montrer, si vous voulez, c'est qu'après la guerre, après 1945, il y a un effort de redonner à la France une forme de fierté. Cet effort, il est, si vous voulez, poursuivi par deux grandes forces, le gaullisme, le communisme. Ce sont les deux grandes forces politiques qui vont essayer de redonner à la France une fierté. Alors, une fierté nationale dans le cas du gaullisme, une fierté beaucoup plus problématique dans le cas du communisme, puisque liée à l'internationalisme. Mais il n'empêche que les gens qui votaient pour les communistes et l'électorat communiste avaient aussi, je pense, un rapport à la nation. Donc on a ces deux courants. Et puis on a un courant dont j'essaie de faire la généalogie, qui est le courant de la honte, ce que j'appelle le projet de la honte. Par rapport à ces deux projets gaulo-communistes, de redonner une fierté à la nation, il va y avoir le courant de la honte qui va chercher à faire honte à la nation. Et ce courant de la honte, je l'identifie chez un grand intellectuel, un des plus grands intellectuels, le plus grand intellectuel du XXe siècle, en termes de surface, hein, pas en termes forcément de, bien sûr, surtout pas de contenu, mais en termes de surface, d'influence, etc., qui est Jean-Paul Sartre. Donc j'essaie de montrer que Jean-Paul Sartre, il est à l'origine de ce que j'appelle, si vous voulez, le travail de taupe, le travail souterrain de l'idéologie migratoire. Et on sous-estime ça, si on veut prendre la mesure des choses, il ne faut pas seulement repartir de mai 68, 70, etc., puisque 68-70, c'est déjà la reprise du travail souterrain de Sartre. Et donc, j'essaie de montrer que Sartre, si vous voulez, il est à l'origine des trois, ce que j'appelle les trois verrous de l'idéologie migratoire. Trois verrous. L'idéologie migratoire repose encore aujourd'hui sur ces trois verrous, et je montre que chez Sartre, il y a le déploiement de ces trois premiers verrous, de manière, mais vraiment systématique. Ça ne veut pas dire que je dis que les choses se sont passées de manière mécanique par l'influence causale que Sartre a pu avoir, mais on trouve déjà chez Sartre toute notre problématique actuelle et les trois verrous de l'idéologie migratoire. Alors, c'est quoi ces trois verrous? Déjà, c'est justement la critique de l'assimilation, la honte d'être français. La honte, faire honte à notre tradition d'assimilation. Premier verrou posé par Sartre. Faire honte à notre tradition d'assimilation, alors que nous l'avons vu, cette notion d'assimilation, elle est liée à la politique même et à la démocratie même. Il n'y a pas de démocratie sans un minimum d'assimilation. Il y a un lien entre l'éducation, les mœurs et la sphère de la loi et de la volonté générale. Donc, première chose, la honte de l'assimilation nationale. Faire honte à notre tradition d'assimilation nationale. Deuxième verrou, la promotion de l'identité, ce que j'appelle la promotion de l'identité victimaire. C'est-à-dire la promotion de l'identité de l'immigré comme victime. L'immigré n'a pas de choix, c'est une pure victime, il est obligé de venir, nous devons l'accueillir, etc. Et troisième verrou posé par Sartre, anticipé par Sartre, c'est ce que j'appelle le verrou médiatique et judiciaire.
c'est-à-dire propagande médiatique sur cette victimisation de l'étranger, et verrouillage juridique, première anticipation chez Sartre de limitation de la liberté d'expression sur les questions liées à l'immigré, à l'étranger, etc. Bon, voilà ces trois verrous. Alors, ce qui est très, très important, c'est la manière dont il met en place le verrou, si vous voulez, la honte de l'assimilation. Je crois qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est citer les textes. Alors, si vous voulez, ma démarche est délicate, puisque cette critique radicale de l'assimilation que fait Sartre, il l'a fait dans un texte qui, par ailleurs, a un projet louable, puisqu'il l'a fait dans ce fameux texte qui s'appelle « Réflexion sur la question juive ». C'est une réflexion sur l'antisémitisme, bon, réflexion justifiée après la guerre, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais dans ce texte, il y a un sous-texte. Et Sartre utilise en fait cette question pour faire en fait une critique radicale de l'assimilation. C'est-à-dire qu'il y a un sous-texte chez Sartre qui n'est pas seulement l'antisémitisme, mais qui est une critique radicale de la démocratie nationale et assimilationniste. Je cite un passage. « Le démocrate, nous dit Sartre, souhaite séparer le juif de sa religion, de sa famille, de sa communauté ethnique. » Quand on connaît l'histoire française et l'histoire d'émancipation des Juifs depuis la Révolution, c'est un petit peu étonnant. Pour l'enfourner, il a quand même le toupet d'utiliser cette expression, pour l'enfourner dans le creuset démocratique. Donc le creuset démocratique, si je sais lire un texte et comprendre des métaphores et comparaisons, le creuset démocratique enfourne. C'est d'une gravité extrême. D'où il ressortira de ce creuset démocratique, le juif, seul et nu, particule individuelle et solitaire, semblable à toutes les autres particules. C'est ce qu'on nommait aux États-Unis la politique d'assimilation. Les lois sur l'immigration ont enregistré la faillite de cette politique et en somme celle du point de vue démocratique. Donc vous voyez l'opération. L'opération, c'est de faire dériver l'assimilation, qui est demandée par la démocratie américaine aux immigrés, c'est de faire dériver cet effort d'assimilation sur une négation horrible qui a été celle des Juifs par la Shoah. Donc, la réduction ad Hitlerum sur les questions d'assimilation, elle a commencé déjà là. Je fais un raccourci historique. Quand M. Erdogan vient dire dans des meetings à Cologne et à Strasbourg que l'assimilation est un crime contre l'humanité, c'est la même perspective. Donc, il faut prendre la mesure de cette critique absolument radicale de l'assimilation qui consiste à l'identifier à la négation de l'altérité, mais pas seulement morale, mais quasiment physique, de l'étranger. Et c'est ça l'inconscient, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a derrière la culpabilisation de l'assimilation? C'est cet inconscient-là qui est derrière, et qui fait que les gens ont du mal à promouvoir une politique d'assimilation. C'est que l'inconscient qu'il y a derrière, ben en fait, vous allez faire avec l'immigré, avec l'étranger, ce qui a été fait autrefois. C'est ce transfert. Donc voilà, j'essaie de montrer l'origine sartrienne de ce que j'appelle le transfert victimaire. La première victime que Sartre instrumentalise, parce que en plus c'est insupportable pour les Juifs eux-mêmes d'instrumentaliser ainsi la Shoah. La première victime donc instrumentalisée par Sartre, ce sont donc les Juifs par le génocide. Et ensuite, il va y avoir un transfert victimaire. On va passer du Juif à d'autres figures
identité victimaire jusqu'à l'immigré. Hein. Et c'est ce transfert victimaire dont je fais la généalogie, et qui dit transfert victimaire, dit transfert des bourreaux. Parce que hein, le bourreau qui a été le bourreau nazi, eh bien, vous êtes le bourreau qui veut faire peser sur les étrangers l'assimilation. Hein. Donc vous voyez, c'est extrêmement profond. Voilà, mon effort, c'est de montrer la profondeur de tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup de naïveté par rapport à tout ça. J'essaie de montrer qu'il y a une généalogie française de l'idéologie migratoire et multiculturelle, alors qu'on croit qu'elle est seulement américaine. Non. Il y a une généalogie proprement française qu'il ne faut pas méconnaître. Cette généalogie française, je signale qu'elle parvient et qu'elle nous amène à Horia Bouteldjal. Elle nous amène aux indigènes de la République. Parce que si vous regardez le raisonnement des indigènes de la République, il est parfaitement sartrien. Simplement, Horia Bouteldjal, dans un livre au titre fort sympathique, Les Juifs, les Blancs et nous, elle fait une préface qui s'appelle « Fusiller Sartre ». Pourquoi? Non pas parce qu'elle s'oppose à cette logique d'identité victimaire, mais parce qu'elle veut aller plus loin. Elle veut tuer le père pour aller plus loin que lui. Il faut fusiller Sartre et substituer à la victime juive la victime immigré musulman. Mais sinon, c'est exactement la même logique. Donc j'invite quand même à se pencher sur la logique de tout ça. Parce qu'aucune alternative politique ne pourra se passer d'aller au fond des choses. Elle reproche simplement à Sartre, mais il est blanc, donc il ne peut pas nous comprendre. Donc il faut aller encore plus loin. Mais Sartre lui-même anticipait ça dans sa préface à Frantz Fanon sur les colonisés, en disant mais de toute façon on ne peut pas du tout comprendre, il faudrait être dans leur regard, etc. Parce que nous sommes forcément des bourreaux complices de la colonisation, etc. Hein. Parce que ce que je dis sur Sartre, il y a réflexion sur la question juive, il y a la préface à la littérature africaine, préface à Orphée Noir, où Sartre a cette expression extraordinaire, il légitime un racisme antiraciste, c'est-à-dire qu'il dit que les Noirs sont justifiés à avoir un racisme anti-blanc, ce qui est, si vous voulez, la logique marxiste, parce qu'il faut comprendre que Sartre a déplacé la logique marxiste. Sartre, il est très très important, c'est le fondateur du gauchisme. C'est celui qui va brancher la logique marxiste de la victime prolétaire sur les victimes identitaires. Et donc, il va nous dire, de même que le prolétaire, il a le droit de faire la révolution, de s'emparer des moyens de production, eh bien, le noir, qui a été opprimé par les blancs, a le droit d'un racisme antiraciste. Voyez, c'est un moment vers la réconciliation. Donc j'invite vraiment à prendre la mesure de tout ça. Parce que ce qu'il faut comprendre maintenant, ce qu'il faut que j'accélère, c'est que ça, c'est ce que j'appelle la préhistoire de l'idéologie migratoire. 46-47 jusqu'à mai 68. Tout ça, ça va infuser. Ça va être repris par les philosophes qu'on cite souvent, Derrida, Foucault, etc. Mais en fait, sur ce plan-là, c'est des notes en bas de page de la pensée de Sartre. Hein. Donc tout ça, ça va infuser, ça va... Voilà. Il y a un travail de taupe souterrain de cette idéologie migratoire. Ce qu'on ne sait pas souvent on ne note pas, c'est que Sartre, c'est le vrai maître de mai 68. Je vous rappelle, mai 68, c'est les structures ne descendent pas dans la rue, c'est la contestation du structuralisme. Il y a souvent les gens qui attribuent la paternité de 68 à Foucault. Non, Foucault, il était en Tunisie, il a loupé mai 68. Il a voulu se rattraper après. Althusser, etc. Par contre, les structures ne descendent pas dans la rue. Pardon. Et Sartre, invité à une AG avec Cohn-Bendit, etc. Hein, c'était la star de 68. Et donc, après, ce qu'il faut voir, c'est comment cette idéologie, donc, qui a, voilà. Après, il y a la question, elle parvient au pouvoir. Quand est-ce qu'elle parvient au pouvoir? Ben, elle parvient au pouvoir, bien sûr, en 81. Alors, il y a le tournant Giscard sur l'immigration
si vous voulez, familiale, etc., avec le Conseil d'État. Mais il faut se poser la question, pourquoi le Conseil d'État et pourquoi déjà certaines élites ont cassé ce souci, qui était celui de Giscard, de maîtriser l'immigration? Parce que ces élites, y compris au niveau juridique, au plus haut niveau du Conseil d'État, étaient déjà pris par cette idéologie. Et donc, mon idée, c'est que l'idéologie migratoire parvient véritablement au pouvoir en 80 avec les socialistes. Ce travail de taupe, voilà, je ne peux pas faire le détail, c'est trop complexe par rapport à l'histoire du PS et du rapport entre le PS et le Parti communiste, je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais juste pour nous mettre quelques repères, voilà ce que déjà en 1974, on déclarait aux assises du Parti socialiste. En 1974, le socialisme autogestionnaire repose sur le pluralisme. Il reconnaît à toutes les minorités le droit à la différence et à l'affirmation de leur identité collective. Cette égalité des droits avec les nationaux doit être complétée par un droit des travailleurs immigrés à la différence. Un droit des travailleurs immigrés à la différence. 74. Maintien de la langue et de la culture maternelle. 74. Ensuite, 80, projet socialiste pour la France. Voilà ce qui est dit. Les socialistes entendent reconnaître aux immigrés le droit à leur identité culturelle. La transmission de la connaissance et de la culture nationale à leurs enfants sera favorisée par tous les moyens, car il n'est pas question de rompre avec leur pays d'origine. Il faut préparer les nations les plus riches, dont la France, à envisager leur avenir en termes communautaires. Donc, on est en plein multiculturalisme, 74-80. Parce qu'il y a un travail qu'on méconnaît, souterrain, qui est à la fois celui de Sartre et celui de l'évolution, bien sûr, des penseurs des 60s de la gauche, qui va, si vous voulez, valoriser l'identité, la singularité, et du coup de l'originalité de tout un chacun, et donc de l'étranger, de l'immigré, qui doit absolument conserver cette identité, cette singularité. Ce qui est anti-politique, puisque le politique nous demande de dépasser notre pure singularité pour faire un effort vers un bien commun. Et donc là, on est déjà, si vous voulez, dans toute cette histoire. Donc, cette idéologie dont j'ai fait la préhistoire va gagner les sphères du pouvoir, et on va ensuite avoir à l'intérieur du Parti socialiste et à l'intérieur de la présidence de Mitterrand, des deux septennats, pas tout à fait de Mitterrand, là il va se passer des choses intéressantes. Et ça va se passer encore au sein de la gauche. La droite étant souvent, parfois, un peu simplement réactive. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir une division au sein du Parti socialiste, entre un pôle, pour simplifier, que je vais appeler multiculturel, SOS racisme, mais même, ça va plus loin, pôle multiculturel qui va trouver un appui chez les partisans de l'autogestion et chez Rocard. Et il va y avoir une résistance quand même à l'intérieur du PS, chez Chevènement. Et c'est donc en 89, à propos de l'affaire des foulards de Creil, que va y avoir un peu, si vous voulez, cette division va progresser, et on va avoir la variante républicaine chevènementiste qui va s'opposer à la variante multiculturelle autogestionnaire par rapport aux questions posées par l'immigration. Sauf que ce que j'essaie de montrer, c'est que la proposition chevènementiste, elle entérine la critique de l'assimilation. C'est-à-dire que, à partir de 89, on va valoriser l'intégration et plus l'assimilation. Mais en fait, en valorisant l'intégration, on va masquer qu'en fait, on a abandonné. L'idée, c'est que l'intégration, le leitmotiv de l'intégration, ça va être de dire il faut distinguer le privé et le public, les mœurs et la loi. Et il faut permettre à l'étranger de conserver son identité, ses mœurs, etc. dans la sphère privée, mais par contre, il faut être intransigeant sur le plan de la loi,
de ses droits et de ses devoirs. Hein. Ça, c'est tout le chevènementisme, qui a été repris d'ailleurs, Sarkozy a eu une époque aussi où il prenait l'intégration et pas l'assimilation. Après, il est revenu dans la campagne de 2012 dans un discours plus assimilationniste, mais je cite des passages où Sarkozy dit « l'assimilation, c'est pas gentil parce qu'on nie l'altérité de l'autre, etc. » Et donc, je préfère l'intégration. Donc, je fais toute une analyse de cette intégration qui, à mon avis, est une... comment dire, est la recherche d'un compromis qui est contradictoire. Comment croire qu'on puisse laisser les mœurs à une absence de règles, de normes, à une pure licence, et croire qu'on va obtenir un assentiment à des lois, prenons la question de l'égalité homme-femme, je suis désolé, mais pour respecter ces lois, il faut déjà que ça se prépare dans les mœurs. Si dans ma famille, si dans l'espace privé, je suis abreuvé d'une idéologie qui dit que la femme est inférieure à l'homme, doit être encagée, etc., comment, par quel miracle, je vais tout d'un coup pouvoir respecter les lois de la République? Donc, si vous voulez, le problème, c'est que c'est trop abstrait de séparer le privé et le public. Il faut les articuler, ce qui est complexe, ce qui demande des solutions politiques pas évidentes. Parce que la critique qu'on pourrait faire tout de suite, c'est de dire que toucher au privé, c'est le totalitarisme. Et dès qu'on touche à la sphère privée, on est dans une dynamique totalitaire. Je crois que c'est plus compliqué que ça. On touche inévitablement à la sphère privée. Une éducation nationale, par exemple, va forcément remettre en cause des croyances, des mœurs, etc. Donc c'est cette séparation, et ça a été le viatique. On s'est dit, voilà, c'est l'intégration qui va marcher, parce qu'en fait, on avait intégré la critique de l'assimilation. On n'est jamais revenu sur cette critique. On l'a intégrée, et donc on a proposé l'intégration comme compromis. Sauf que l'intégration, ça ne marche pas, et que l'intégration, elle aboutit à quoi? Elle aboutit à toutes les contradictions qu'on a baptisées aujourd'hui par les questions de laïcité. C'est-à-dire que l'intégration, c'est toutes les contradictions aujourd'hui qui explosent entre les mœurs qu'on a laissées à la liberté, à la sphère privée, etc., et la loi. Et donc, du coup, la tentation, c'est que pour éviter cette contradiction, et ce qu'elle implique, eh bien, on va proposer l'inclusion. Donc, on est dans une fuite en avant, puisque l'inclusion, ça va être de dire, ah ben, on va plus demander même à l'étranger de respecter les lois, mais on va éventuellement permettre des lois particulières pour l'étranger. Bon, en France, on n'est pas trop là-dedans. Hein. Ça existe dans certains pays comme le Canada, hein, avec des tribunaux spéciaux, familiaux, etc. Donc là, on est dans l'inclusion. Hein. On renonce même à... La contradiction entre les mœurs et la loi est devenue trop grande, et donc on renonce finalement, et on dit à l'étranger qu'il peut rester avec ses mœurs, avec ses lois, et on fait une exception pour l'étranger, c'est-à-dire qu'on pratique la politique du privilège. Hein. Le privilège, c'est la loi privée. Donc on revient finalement à une forme de logique d'Ancien Régime. Donc voilà. Donc je fais tout ce parcours. Là, je vais donc accélérer et terminer, puisque là, j'ai déjà débordé un petit peu. Donc après, ce que j'essaie de faire dans le livre, si on veut défendre l'assimilation, il faut la repenser. Et il faut la repenser, il faut se libérer de cette idée que l'assimilation est la destruction de l'identité et de l'altérité. Elle n'est pas une pure et simple destruction, il y a un pur et simple renoncement. Je propose le concept de sublimation, qui est un concept freudien lié à la psychanalyse. Sublimer, ça veut dire se transformer soi-même. Ça veut dire que, bien sûr, j'ai des origines, j'ai des valeurs, etc., mais si j'entre dans une démarche d'assimilation, j'accepte de les transformer. Et je les transforme pourquoi? Parce que les modèles qu'on me propose m'attirent. Les modèles qu'on me propose m'attirent, ils suscitent mon désir, et donc ils me semblent supérieurs, et donc je vais être prêt à sacrifier certaines choses, entre guillemets, mais plutôt les transformer, parce que je vais regagner autre chose à un autre niveau. Par exemple, pour les femmes, une liberté, etc.
Donc vous voyez, il ne faut pas penser l'assimilation comme un pur et simple processus de destruction, mais comme un processus de transformation. On est tous en transformation. Il n'y a pas... là, on n'a pas le temps, j'ai quelques problèmes avec le concept d'identité. On est tous en transformation. Il n'y a pas d'identité complètement fixée. Hein. Mais simplement, voilà, il faut accepter. Est-ce qu'on accepte de rentrer dans ce processus de transformation? Donc l'assimilation, elle peut fonctionner, mais elle a des conditions. Il y a 3 conditions. Je m'appuie sur Gabriel Tarde, le grand philosophe du social, qui a complètement été éclipsé par Durkheim. L'assimilation, il faut la penser comme imitation, comme assimilation imitative. L'homme est un animal imitatif. Pour qu'elle fonctionne, ça suppose quoi? Ben, ça suppose d'abord que le modèle soit admiré. Je vais imiter un modèle parce que je l'admire. Et du coup, il y a une sorte de liberté en même temps dans l'assimilation. C'est-à-dire que c'est comme l'enfant qui imite ses parents. Je les imite parce que je les admire. Et donc c'est naturel. On ne me force pas tant que ça. Zemmour nous dit « à Rome, fait comme les Romains ». C'est une conception. Je pense que l'assimilation, ça c'est plutôt l'intégration. Parce qu'il y a une extériorité, c'est la loi, etc. L'assimilation c'est plus profond. Ça réclame une démarche. C'est pour ça qu'en même temps, elle est rare et elle est difficile. Il ne faut pas mal comprendre ce que je dis. C'est justement parce qu'on prend la mesure de la difficulté de l'assimilation qu'il faut être très restrictif. Et ne pas croire que c'est quelque chose qui est possible pour des masses. Donc, supériorité du modèle, désir d'imiter, spontanéité, et aussi, l'assimilation est unilatérale, elle n'est pas réciproque. J'attire votre attention là-dessus. C'est le copiste qui imite le modèle, parce qu'il admire. Ce n'est pas le modèle qui, inversement, se met à imiter le copiste. Processus d'inversion de la logique assimilationniste qu'on observe aujourd'hui en raison de l'immigration de masse. Dans une classe où vous avez 80% de locuteurs de langue étrangère, les élèves, les 20% qui vont parler le français, ils vont imiter les 80%. Et le professeur tout seul, ça va être dur. Hein. Donc, unilatéral, non réciproque. Et donc, le nombre est une question essentielle par rapport à ces logiques. Hein. Le nombre finit par faire modèle. Hein. Donc, voilà. Donc, je termine simplement, j'ai été trop long. Si on prend la mesure de tout ça, les conséquences politiques. Les conséquences politiques, c'est, si vous voulez, je pense qu'il faut relégitimer un discours critique par rapport à l'immigration. Et il faut distinguer la critique de l'immigration de la critique des immigrés. Je pense que c'est une erreur, comme le font certains, et certains le revendiquent eux-mêmes, de se présenter comme des mouvements anti-immigrés. C'est une erreur fondamentale. Ça n'a aucun sens, être anti-immigré. Par contre, ce qui a beaucoup de sens, c'est de faire une critique consistante du phénomène de l'immigration. Faisons un parallèle qui va vous sembler un peu bizarre. Faire la critique de l'esclavage, c'est pas faire la critique des esclaves. C'est faire la critique d'une institution qui s'appelle l'esclavage. Faire la critique de l'immigration, c'est faire la critique d'une sorte d'institution sociale, quelque chose qui veut s'institutionnaliser et qui crée l'aliénation pour tout le monde, pour l'immigré comme pour l'accueillant. Pour qu'il n'y ait pas cette aliénation qui soit créée, il y a des conditions très strictes à remplir et qui sont liées aux lois de l'imitation que j'ai développées dans ce livre. Hein. C'est-à-dire qu'il peut être possible d'avoir une politique d'immigration. L'immigration peut avoir un sens, mais dans des conditions très précises, qui sont celles que j'ai développées de l'assimilation. Et donc faire attention à ne pas se faire enfermer dans un discours anti-immigré qui est totalement contre-productif. On a tout à fait le droit de faire une critique de l'immigration comme phénomène social qu'on cherche à naturaliser alors qu'il a toujours été l'exception dans l'histoire. L'homme est un animal social qui se construit dans une cité, c'est notre tradition occidentale. Aristote, Socrate, qui refuse l'exil alors qu'il est menacé de mort. Donc, il faut revenir, si vous voulez, aux fondamentaux de la philosophie politique, et à partir de ces fondamentaux-là, faire cette critique de l'immigration comme phénomène social, qui peut être intéressant et possible dans certaines conditions,
mais qui peut être fondamentalement aliénant pour tout le monde, comme l'immigré, pour l'accueillant, dans d'autres conditions. Voilà. Excusez-moi, j'étais peut-être un peu trop long. Non, du tout, du tout. Merci, c'est passionnant. En vous écoutant, j'avais une question qui était de savoir, est-ce que l'Union européenne, le modèle de l'Union européenne, n'est-il pas l'utopie la plus aboutie de l'idéologie migratoire? Ça n'est plus une nation, et donc il y a un espace commun, des valeurs communes qui sont très distantes, donc peu de démocratie. Et on voit bien dans l'ensemble des textes qui nous sont présentés, c'est des textes qui ne nous concernent pas en tant que citoyens, mais qui nous concernent en tant que consommateurs. On s'intéresse aux consommateurs européens, et on va même plus loin aujourd'hui, on s'intéresse à nous en tant que produits. Est-ce qu'on pourra porter ou non pour le compte d'autres des enfants? Est-ce qu'on peut vendre son sang? Est-ce qu'on peut vendre des organes? Et donc est-ce que c'est pas quelque part c'est une machine à fabriquer et à conforter cette idéologie migratoire? Alors si, tout à fait. D'ailleurs, je donne quelques indications aussi là-dessus dans mon livre. Si vous voulez, je pense qu'il faudrait faire aussi une histoire beaucoup plus précise. Hein. Je suis dans le domaine de l'essai, donc j'ouvre des pistes. Mais il faudrait montrer comment l'idéologie migratoire a pénétré l'Union européenne. Pour citer un seul grand intellectuel pro-Union européenne, c'est Habermas. Hein, je parle beaucoup d'Habermas dans mon livre. Habermas est un champion de ce que j'appelle l'idéologie migratoire et de l'utopie de l'intégration, de la séparation absolue entre le privé et le public. Et l'Union européenne, avec l'idée de citoyens qui sont des résidents, hein, de citoyens qui sont des résidents, et la traduction juridique de l'idéologie migratoire. Tout à fait. Ça c'est une évidence. Hein. Bon, ça, il faudrait l'articuler à plusieurs niveaux, mais bien sûr. En vous écoutant et en entendant la fresque historique que vous nous rappeliez sur le modèle français qui était un modèle d'assimilation, je m'interrogeais sur le droit du sol, qui est le droit du sol n'est pas récent. Le droit du sol, c'est un droit royal qui avait comme objectif de faire venir des soldats, finalement, en France. Est-ce que le droit du sol est, par principe, en opposition avec une capacité d'assimilation? Est-ce que vous avez un lien entre assimilation et droit du sol? Il y a bien sûr un lien, j'en parle aussi dans le livre, si vous voulez, alors là, si on remonte à la rédaction du Code civil, là, il y a des discussions très intéressantes entre Napoléon et les juristes, hein, sur droit du sol et droit du sang. Et c'est Napoléon qui va être, si vous voulez, favorable au droit du sol, aussi pour des raisons, effectivement, de conscription militaire, etc. Et aussi avec une forme d'optimisme, puisque à cette époque, la France avait un pouvoir d'assimilation très grand. Et donc, à cette époque, la naissance sur le sol était, effectivement, garantissait, si vous voulez, pouvait garantir en partie l'assimilation, parce qu'il y avait une puissance et un pouvoir assimilateur. Là, ce que je voudrais dire par rapport à cette opposition droit du sol, droit du sang, je ne pense pas que ça soit une opposition, absolue, fondamentale, systémique. Voilà, et ça dépend des moments de l'histoire. Voilà, ça dépend des moments de l'histoire, et il ne faut pas l'idéologiser. Par exemple, ce qu'on appelle le droit du sang, et ça fait peur à tout le monde. En fait, ça fait peur à tout le monde parce que l'expression est ambiguë. Droit du sang, ça peut faire penser à une forme, si vous voulez, d'hérédité raciale, etc. Vous voyez? Alors que droit du sang, c'est la filiation, et donc c'est la famille, et donc c'est les processus d'imitation que je reçois par mes parents, qui sont eux-mêmes français et qui me transmettent cette imitation. Donc, je pense que le droit du sang, il faut aussi le penser dans la dimension filiale et familiale, qui est la base de l'imitation. Ce que montre Gabriel Tarde, c'est que c'est d'abord dans la famille qu'on imite. Par exemple, qu'on imite la langue maternelle, comme on dit. Mais ça ne passe pas par le sang au sens biologique, vous voyez. Donc le problème de cette expression droit du sang, c'est tout d'un coup, elle fait peur à tout le monde. Oula, droit du sang, vous pensez qu'être français, c'est une race, etc. Vous voyez. Mais donc, je pense qu'il est très important d'insister sur l'importance de la filiation, de la famille, dans les processus d'imitation. Et que naître simplement sur le sol français, ça peut être suffisant à certaines époques ou pas à d'autres, et ça va dépendre de l'éducation que je vais avoir et de plein d'autres choses. Je
pense pas qu'il faut opposer ces choses, il faut les penser effectivement par rapport à l'assimilation. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait plus d'automaticité, justement, de la nationalité, qui soit donnée simplement par droit du sol. Ou même par d'autres choses, hein, parce qu'on peut se poser la question aussi du mariage, les autres voies. L'accession à la nationalité par le mariage ou l'accession par la naturalisation, c'est-à-dire par une démarche purement volontaire avec des choses qu'on connaît, etc. Tout ça, voilà, la question derrière, c'est est-ce qu'il y a un véritable désir d'imitation? Et c'est ça qu'il faut mesurer. Et c'est difficile à mesurer par une administration. Hein. Difficile de mesurer pour une administration s'il y a un effort, une volonté d'assimilation. Alors je parle du modèle suisse dans le livre, où en Suisse, en fait, on ne part pas du haut, on part de la commune. Et on part, en fait, d'un certificat, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais d'assimilation au niveau de la commune. Il faut faire ses preuves déjà au niveau de la commune. Et après, ça remonte au niveau de l'État. Hein. Mais on peut se poser la question d'une naturalisation purement volontaire sur la base de QCM sur l'histoire française. C'est totalement, à mon avis, insuffisant. Tu as une question? Oui, merci Jérôme. À un moment, vous évoquiez la nécessaire refondation de l'assimilation, repenser l'assimilation. Dans une démarche pragmatique, pour ne pas dire programmatique, quelles pourraient être les voies et moyens pour le parvenir? D'abord, le nombre. Puisque, comme je l'ai dit, l'assimilation suppose des processus d'imitation et suppose des modèles et suppose un rapport, si vous voulez, entre modèle et copiste, suppose qu'il n'y ait pas de constitution de diaspora, hein, puisque finalement le problème de l'immigration, c'est qu'aujourd'hui on s'assimile d'abord à une diaspora, hein, et on est rassuré par une diaspora qui va nous accueillir, nous faciliter les démarches, etc. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui avoir une politique de restriction, simplement en termes de nombre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut avoir une politique des modèles. Puisque s'assimiler, ça veut dire travailler sur les modèles. Ça veut dire proposer un modèle qui n'est pas honte de lui-même et qui donne envie d'être imité. Mais ça, c'est un problème qui ne se pose pas seulement par rapport aux étrangers, c'est un problème qui se pose par rapport aux Français. Qu'est-ce qui va me donner envie d'imiter ma langue, de connaître mon histoire, etc. Et donc là, je dirais que le problème, si vous voulez, je comprends bien votre question, c'est qu'une politique, elle doit être aussi indirecte. Ce n'est pas seulement par la loi qu'on peut développer une politique d'assimilation, mais c'est par des mesures aussi qui vont être indirectes et qui vont agir sur les modèles. Hein, donc ça peut être au niveau de l'éducation nationale, familiale, hein, ça peut être une politique familiale aussi. Hein, donc agir sur les modèles, et ça peut être aussi, alors ça c'est une question, c'est parce que ça on va rencontrer la question de la liberté d'expression. Quand je parle de ce qui se passe dans la sphère privée, c'est-à-dire des chaînes satellitaires qui déversent des modèles absolument contraires aux nôtres. Comment faire quelque chose politiquement par rapport à ça? Pourtant, c'est un défi redoutable. Hein, c'est un défi redoutable, parce que les paraboles déversent dans les foyers des personnes d'origine musulmane, beaucoup, parce que c'est surtout l'islam et l'islamisme qui est dans cette propagande. Le politique, comment il peut faire par rapport à ça? Il doit avoir ce souci, forcément. Hein, alors, à l'époque de la gauche, quand Mitterrand a tout libéralisé par rapport aux chaînes de radio et de télé, etc., la critique de gauche, c'était le capitalisme qui pouvait nous influencer par la publicité. Mais par contre, on ne se pose pas la question de l'idéologie qui pénètre de manière très active. Moi, je pourrais vous citer des cas même d'amis que je connais qui viennent d'Algérie, qui font qui ont fait un gros effort d'assimilation, mais qui parfois quand même ont cette naïveté de laisser la télé allumée tout le temps, de chaînes d'Arabie Saoudite, et puis il y a des femmes encagées, et puis les gamins de 3 ans et 4 ans, ils sont baignés là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, hein? Vous savez, il y a le livre de Claire Koch, la femme turque, hein, elle parle de cette expérience qu'elle a eue. Donc
avoir une politique d'assimilation, ça doit être une politique de moyen et de long terme. Il y a des choses qui peuvent être faites de manière très rapide, sur la naturalisation, sur les frontières, sur le nombre, etc. Hein. Mais ensuite, il y a aussi une politique de moyen et de long terme. Je suis désolé, je ne vous donne pas trop de... Non, mais ça nous dépiste, effectivement. Je comprends bien l'articulation entre le philosophique et le politique. Non, ce que je retiens, c'est qu'il y a l'aspect réglementaire, puis il y a l'aspect civilisationnel. Oui, oui. Et après, il y a la question européenne. Parce que là, il y a quand même pour moi une contradiction. C'est d'avoir laissé l'immigration comme compétence européenne et la naturalisation comme compétence des États. Mais heureusement, parce que si la naturalisation était devenue européenne... Oui, mais en même temps, c'est totalement... c'est une séparation, là aussi, artificielle. Parce que c'est la question du nombre. Si cette politique d'immigration est laxiste, votre politique de naturalisation et d'assimilation, elle est débordée. Et elle ne peut plus fonctionner. Donc les deux, on ne peut pas les séparer, me semble-t-il. Merci beaucoup Vincent Poussedière. Je rappelle votre ouvrage Éloge de l'assimilation. Merci de nous l'avoir présenté. J'espère avoir le plaisir de vous accueillir à Strasbourg ou à Bruxelles pour un moment un peu plus humain que cette dématérialisation. Mais en tout cas, c'était passionnant. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, je vous en prie. Merci.